Actu, vous y êtes, nous y sommes, mesdames et messieurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM et ce lundi, notre invité nous vient donc du parti des Togolais, il s'agit du président national, monsieur Nathaniel Olympio qui est déjà dans nos murs. Alors, monsieur Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'accord. Nous sommes très heureux de vous avoir encore avec nous ce matin, mais avant de je reviens à vous. Alors, comment se porte le Parti des Togolais? Le Parti des Togolais est toujours très engagé avec le peuple togolais pour défendre ce qui lui est politiquement cher en ce moment, c'est-à-dire amener la démocratie au Togo et avoir des conditions avec des institutions et une gouvernance qui conduise à une alternance pacifique, et les Togolais sont très déterminés, le Parti des Togolais aussi est très déterminé. Oui, mais on ne vous voit plus ces derniers temps sur le terrain comme d'autres partis membres de la coalition aussi, ou bien c'est une stratégie? Je pense que chaque parti mène sa lutte en dehors de ce que nous faisons ensemble au sein de la coalition. Chaque parti mène sa lutte différemment, et le Parti des Togolais, vous savez, nous sommes très orientés sur la formation des jeunes. Pour nous, c'est un axe essentiel. Nous continuons d'œuvrer dans ce sens-là, même si ce ne sont plus des actions médiatisées, parce qu'on ne peut pas continuer infiniment à médiatiser nos actions de formation. Je peux vous assurer que nous y sommes toujours très engagés, et la demande des jeunes est très forte dans ce sens-là, et c'est l'essentiel de ce que nous faisons actuellement. Entre-temps, c'est comme si un vent impétueux allait secouer la coalition des 14 partis de l'opposition, mais aujourd'hui, est-ce que la tempête s'est calmée? À partir du moment où nous sommes un regroupement de partis politiques, ça veut dire que nous avons une approche politique différente qui nous a amené à être dans des partis différents. C'est absolument normal que nous ayons sur certains points une différence d'approche. Mais ce qui est fondamental, c'est que si nous nous sommes retrouvés ensemble et que malgré les prophéties de dissolution rapide, nous sommes encore ensemble un an après, c'est que ce qui nous a mis ensemble est toujours d'actualité et dépasse ce qui peut être des éléments de divergence. Donc nous continuons de travailler ensemble malgré les difficultés, et malgré les divergences de vues qui peuvent apparaître, et c'est ça qui est fondamental dans ce que nous sommes en train de faire. Le recensement électoral dans la zone 1 a commencé et prend fin ce lundi 8 octobre. Alors, votre appel au boycott lancé bien sûr au niveau de la coalition des 14, quel bilan faites-vous? Vous avez tous observé comment les premiers jours ont été laborieux pour ceux qui ont organisé ce recensement, parce que les populations ne se sentaient pas concernées par cette opération. La coalition a effectivement demandé aux populations de ne pas y participer en restant dans une logique cohérente, parce que jusqu'à présent, nous considérons que la CENI en action actuellement est une CENI qui ne répond pas aux préoccupations des Togolais, qui ne correspond pas à l'esprit et à la lettre de la feuille de route de la CEDEAO. Donc, les Togolais ont compris ce message-là. C'est vrai que le régime n'a pas arrêté d'user de manipulation pour inciter les populations à se présenter dans les centres de recensement. On a tous noté comment on fait croire aux populations que la carte d'électeur va remplacer la carte nationale d'identité et que ces cartes vont servir à faire des opérations bancaires ou à pouvoir faire des retraits auprès du FNFI.
Donc, toutes ces manipulations de conscience, c'est quelque chose qui n'honore pas notre régime. Donc il y a eu des manipulations de conscience? Mais bien sûr qu'il y a des manipulations de conscience. Bien sûr que nous avons vu des préfets jouer les rabatteurs pour le recensement. Et c'est absolument ignoble, ce type de fonctionnement, de prendre les populations dans ce qu'il y a de plus faible en eux pour manipuler leur conscience et les amener à satisfaire leurs besoins, les besoins électoraux du régime. Je pense que ce n'est pas digne de gens qui veulent diriger un pays. Et les préfets qui s'adonnent ou les chefs de canton qui s'adonnent également à cette pratique-là, c'est simplement regrettable. Oui, mais alors, comment trouvez-vous alors tout le travail qui a été fait, le comble, la grande mobilisation de ce week-end-là? Est-ce qu'on a encore mobilisé ou bien voulu manipuler les consciences? Vous savez, les populations sont prises entre deux feux. D'une part, à partir du moment où une autorité leur dit que écoutez, si vous n'avez pas votre carte, vous n'allez pas pouvoir accéder à votre argent. Et ils connaissent très bien les pratiques de ce régime. Et donc, ces populations sont déchirées entre la volonté d'avoir un environnement politique sain et de ne pas participer à des processus de fraude électorale, et de notre côté, leurs préoccupations quant à ce qui concerne leur subsistance quotidienne. Les populations sont un peu partagées. Et c'est sur cette méconnaissance des choses par les populations que le régime joue. Et c'est cette manipulation de conscience que je considère comme une chose dangereuse. Oui, mais là, ça ne voudrait pas dire traduire le fait que vous n'aviez pas pris en compte tous les aspects avant de lancer votre appel au boycott. C'est vrai que ce n'est pas une démarche simple que de dire aux gens de ne pas se présenter à un recensement. Parce que l'appareil d'État est un instrument extrêmement fort qui peut mobiliser des ressources immenses par l'intimidation, par la séduction, par toutes les ruses possibles pour amener la population à cela. Mais je vais vous dire, M. Agbetim, tout cela ne doit pas effrayer. Ça ne doit pas effrayer parce que nous savons au final comment se comportent les populations lorsqu'il s'agit d'élections. Nous savons comment se comportent les populations lorsqu'il s'agit d'exprimer leur mécontentement à l'endroit de ce régime. Donc, ils peuvent essayer de forcer le passage. Et c'est un risque majeur qu'ils font courir au Togo. Parce que nous savons tous que les populations aujourd'hui ont conscience que quelque chose doit changer dans le pays. L'expression populaire depuis août 2017 à ce jour montre clairement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il se doit dans notre pays. Feindre d'ignorer cela, ce serait véritablement une méprise de la part de ce régime et ce serait nous conduire dans des situations très compliquées. Ce qu'ils sont en train de faire, de forcer le passage, de faire comme s'il n'y avait jamais eu de manifestation, de faire comme s'il n'y avait jamais eu de dialogue, de faire comme s'il n'y avait jamais eu de feuille de route qui préconise une démarche consensuelle. Et ignorer tout cela, parfois on se demande si les jusqu'au-boutistes de ce régime mesurent la portée des actes qu'ils posent. Passer envers et contre tout, peu importe les risques, peu importe les dégâts qui seront occasionnés, c'est faire preuve d'irresponsabilité majeure. Et cela, il va falloir qu'on le stoppe d'une manière ou d'une autre. Ah oui, qu'est-ce que vous redoutez et vous pensez qu'il faut les stopper? Ma crainte aujourd'hui, c'est de voir le Togo se retrouver dans une situation où les gens vont se dire finalement, il ne me reste plus que la force pour m'exprimer. Parce que je me suis déplacé pour me manifester, j'ai manifesté des mois durant, nous avons été l'objet de répression, on a emprisonné des gens qui n'ont absolument rien fait. Aujourd'hui au Togo, nous avons des prisonniers politiques pour lesquels on se bat, pour lesquels Habia Nicodème a fait sa grève de la faim, pour lesquels Front Citoyen Togo Debout mobilise dans les rues. Tout le monde s'agite autour de cette situation-là. Et le régime fait comme si de rien n'était. Eh bien, je crains que ce mode de fonctionnement donne la force à ceux qui préconisent justement des recours plus musclés
et que cela puisse se terminer finalement difficilement pour tout le monde. Et c'est ce que vous ne souhaitez pas, mais quand même le ministre Bara vous avait averti, il n'y aura plus jamais le 19 août au Togo. Qu'il prenne son calendrier, il verra que chaque année il y a un 19 août. Alors, la CENI ne répond pas à l'esprit des recommandations de la CEDEAO, vous avez dit tout à l'heure, mais je n'ai pas très bien compris le fond de ce que vous voulez bien sûr exprimer. C'est très simple. Nous savons tous que la feuille de route que nous avons jugée d'ailleurs insuffisante, mais dont nous travaillons sur le contenu activement, la feuille de route a préconisé que la CENI puisse fonctionner de manière consensuelle. Et inclusive. Et inclusive. Merci d'ajouter ce qualificatif qui est très important, la dimension inclusive de la chose. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, et donc la CENI fonctionne de manière unilatérale. La CENI est un instrument du régime qui est mis en action pour imposer des choses qui seraient déjà faites et finalement que tout le monde serait mis devant le fait accompli. Le fait accompli ne sera pas le fait de vérité. Et donc, nous n'allons pas nous n'allons pas accepter les choses qui sont faites en dehors des règles, en dehors des conventions, en dehors des accords qui ont été obtenus. Et tout cela, on ne peut pas accepter. Ce n'est que du gaspillage d'argent public, ce n'est que une perte de temps qui est faite aujourd'hui. Et on ne peut pas comprendre que malgré toutes les oppositions qui sont exprimées, malgré l'agacement de la CEDEAO, même si la CEDEAO ne s'est pas encore clairement exprimée. Oui, et justement, par rapport à la CEDEAO, ils sont agacés par ce qui se passe. Mais elle a dépêché quand même une vingtaine d'observateurs d'experts électoraux, voudrais-je dire, qui sont dans le pays et qui suivent de près le processus de recensement. D'ailleurs, samedi, ils avaient même accompagné le président de la CENI, professeur Kodjola Kadanga, et ils ont fait une descente du terrain, sur le terrain. Oui, mais tout cela ne veut pas dire qu'ils cautionnent. Tout cela ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce qu'ils voient. Vous parlez bien d'observateurs. Donc, ils ne sont pas là pour empêcher ceux qui veulent dérailler de dérailler. Et donc, ils observent. On sera tous là pour voir le rapport qu'ils vont faire et ce qu'ils tireront de ce qu'ils auront observé sur le terrain par rapport à ce que préconise la feuille de route. Aujourd'hui, il y a une divergence évidente entre ce que la CEDEAO elle-même a préconisé et ce que le régime est en train de faire. Si la CEDEAO se taisait là-dessus, eh bien, elle perdrait toute crédibilité aux yeux des Togolais. Mais voilà, vous créez votre route sur le travail qui se fait à la CENI. Cependant, la CEDEAO peine à vous entendre. Je ne pense pas que la CEDEAO peine à entendre. La CEDEAO traîne peut-être les pas à réagir. C'est différent. Mais ce que nous disons, nous l'avons clairement exprimé à la CEDEAO, nous avons écrit aux différents facilitateurs, nous avons écrit à la commission de la CEDEAO. Tout le monde sait quelle est la position de la coalition. Et la position de la coalition, qu'est-ce que c'est? Nous avons tous encore fraîchement à l'esprit que la feuille de route a évoqué des réformes et a évoqué les conditions d'organisation des élections. Nous, à la coalition, nous sommes encore sur les exigences de réforme en matière de découpage électoral. Vous savez, aujourd'hui, il y a des députés qui pèsent 4 fois plus que d'autres en termes de population. Nous n'avons pas des députés qui s'équivalent. Il y a des députés poids légers, il y a des députés poids lourds. Je pense que dans un État, dans un pays qui se respecte, ce n'est pas comme ça qu'on traite les députés. C'est une première chose. Donc la question du découpage électoral est absolument importante. Ensuite, il y a la question du fichier électoral. C'est encore un gros volet. Et vous savez que le Parti des Togolais est très très à cheval sur cette question-là. Nous pensons que après une crise aussi majeure que celle que nous sommes en train de connaître, elle n'est pas terminée, celle que nous vivons aujourd'hui, c'est l'occasion de donner aux Togolais un acte de naissance. Je lisais encore un communiqué de la CENI qui parlait de chefs de village ou chefs canton qui devraient assister les opérations de recensement pour témoigner. Mais nous sommes dans quelle époque? Mais c'est ce qui se fait. Oui, et justement, nous ne sommes plus à cette époque-là. Aujourd'hui, nous devons profiter de l'occasion pour donner des actes de naissance aux Togolais. Et la préconisation de la coalition, c'est que l'on puisse faire une audience foraine pour régler ce problème définitivement.
comme plusieurs pays de la CEDEAO l'ont déjà fait. Nous pensons qu'on doit donner une carte nationale d'identité aux Togolais également. Ce n'est qu'après cela qu'on peut parler de recensement. Il y a les autres questions de mode de scrutin. Nous, à la coalition, nous estimons que de la manière dont on a accepté que le mode de scrutin pour l'élection présidentielle soit de 2 tours, qu'il en soit de même pour l'élection législative. Il y a également la question de la Cour constitutionnelle qui n'est pas encore réglée. Voyez-vous? Et il y a la crise togolaise est une crise politique, mais c'est une crise institutionnelle et c'est une crise électorale. On ne peut pas simplement se focaliser sur la dimension électorale de la question, comme le fait le régime, et occulter toute la dimension institutionnelle. Quand il y a une crise institutionnelle, ça veut dire que rien ne peut fonctionner normalement dans le pays. Et c'est dans cette situation que le Togo se trouve aujourd'hui. Donc, pour terminer là-dessus, je dirais simplement que essayer de confiner toute la discussion autour des élections unilatéralement organisées par le régime, c'est simplement chercher à occulter l'autre dimension des choses, la dimension institutionnelle. Malheureusement pour le régime, nous n'allons pas nous laisser berner par cette démarche-là. Nous insistons et nous nous battrons encore et encore pour que les réformes soient faites avant qu'on ne puisse parler d'aller à des élections. Et aujourd'hui, à la coalition, aucun parti politique, absolument aucun parti politique, conformément à ce que nous disons et l'engagement qui est le nôtre auprès des populations, aucun parti politique ne peut participer à une élection si nous n'avons pas eu les réformes dans le sens que nous souhaitons. Pas que l'on nous donne une ou deux petites réformes pour nous amadouer, non, mais que nous ayons des réformes profondes qui règlent définitivement les questions institutionnelles et les questions électorales. Et finalement, c'est vous allez imposer ça à l'État, disons à ceux qui sont les tenants du pouvoir. Ils se sont bien assis autour d'une table pour discuter avec nous, n'est-ce pas? Eh bien, continueront à suivre également ce que le peuple dit. Alors, si tel est le cas, qu'adviendrait-il maintenant de la CENI actuelle? Monsieur Kissi, lui, il a dit d'abord que l'enrôlement qui se fait actuellement est illégal et dit que la CENI sera recomposée. Le processus de recensement sera refait. Est-ce que vous partagez, c'est une décision prise au sein de la coalition? Mais c'est le bon sens. C'est le bon sens, cher ami. Et la CENI pose des actes qu'elle sait pertinemment en dehors du cadre légal actuel. Et le cadre légal actuel, eh bien, c'est aussi la feuille de route. Et ce qu'ils font est complètement en opposition avec la feuille de route. Ils vont un jour nous expliquer comment est-ce qu'ils établissent le parallèle entre ce qu'ils font aujourd'hui et les préconisations de la feuille de route. Un beau jour viendra, ils vont nous l'expliquer. Peut-être la CEDEAO, puisque vous avez dit elle serait agacée. La CEDEAO... Qui va demander cela? La CEDEAO, un beau jour, reviendra quand même dans le pays. Qu'ils prennent leur temps, ils traînent les pieds. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés de voir la crise résolue. La CEDEAO prend son temps parce qu'elle a ses contraintes. Mais un beau jour, ils mettront pied ici. Et on leur posera la question. Et ils vont s'exprimer. Ils vont devoir le faire. Ils ont choisi, accepté de nous accompagner. Ils ont édicté une règle à travers la feuille de route. Ils nous diront bien comment cette règle est mise en application. Et s'ils ne le faisaient pas, les Togolais aussi comprendraient un certain nombre de choses. Alors, autrement dit, tout sera repris. Alors, vous allez rentrer dans le train ou bien vous restez toujours dans la dynamique de ce qui est votre préoccupation aujourd'hui, c'est-à-dire se mettre à l'écart et laisser le pouvoir dérouler ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire tendre forcément vers les élections de 20 décembre 2018. C'est une hérésie que de vouloir faire une élection le 20 décembre. Ça n'a absolument aucun sens. C'est contraire à tout le bon sens le plus élémentaire. Il y a dans ce pays une forte opposition des populations contre ce régime qui fonctionne de manière complètement renversée. Mais au même moment, ils vous diront qu'il y a des milliers et des milliers de Togolais qui adoubent celui qui est au pouvoir. Et on peut toujours tenir cette rhétorique-là. Il n'empêche que, eh bien, tout le monde entier a vu comment les Togolais ont déferlé dans les rues. Donc, les petites phrases ou les petits calculs politiciens que l'on peut faire dans l'obscurité, ça ne tient plus parce qu'aujourd'hui, tout est au grand jour et tout le monde sait ce qui se passe. Donc, avec cette vérité, que aujourd'hui personne ne peut contester,
s'entêter à s'enfermer dans sa certitude et à considérer que la force que l'on a peut permettre de passer justement en force et faire ce que l'on veut comme on veut sans tenir compte des populations, c'est simplement quelque chose qui n'est pas acceptable. Et je ne suis pas certain que les Togolais vont l'accepter. Oui, mais si le pouvoir tient et maintient toujours la tenue des élections le 20 décembre. C'est pour ça que je dis... Vous allez boycotter. C'est pour ça que je dis qu'ils sont en train de conduire le pays dans des situations difficiles. Et nous n'allons pas regarder, faire en croisant les bras et puis... Monsieur Aguetine, nous sommes dans un pays où il y a des institutions, oui. Il y a le peuple, il y a l'opposition, il y a les forces de sécurité et de défense, il y a les forces vives de la nation. Tout ce monde-là a quelque chose à dire quand même. Nous constituons le corps social du Togo. Et oui. Tout ce monde a quelque chose à dire. Et vous pensez que la minorité qui a le pouvoir aujourd'hui va imposer à tout ce monde-là ce qu'ils veulent et durablement? Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ne peuvent pas le faire. Oui, c'est vrai que certains d'entre nous, certaines composantes de notre nation ne s'expriment pas encore ouvertement. Mais il viendra un moment. Il viendra nécessairement un moment où tout le monde va s'exprimer de la manière dont elle peut et de la manière selon les outils, les instruments qu'ils auront, les gens vont s'exprimer. Et peut-être qu'en ce moment-là, les choses peuvent rapidement évoluer. Les choses peuvent rapidement évoluer? Oui, monsieur. Alors, que crée en réalité, selon vous, le pouvoir à venir s'asseoir avec vous pour bien préparer les élections? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une évidence. Quand on a passé plus de 50 ans à la tête d'un État, on aura tout donné. Tout ce qui est dans leur possibilité, tout ce qui est dans leur imagination, tout a déjà été produit. Et les Togolais n'en sont pas satisfaits. Je crois qu'il y a aujourd'hui plusieurs facteurs. Il y a des facteurs psychologiques, il y a des facteurs humains, il y a des craintes, il y a des appréhensions, il y a beaucoup de choses. Mais la difficulté que rencontre ce régime, de mon point de vue, c'est qu'en leur sein, il y a un certain nombre de personnes qui tiennent mordicus que les choses ne changent pas. Et malheureusement, ce sont eux aujourd'hui qui donnent le ton du fonctionnement du régime. Et la manière dont l'opposition doit fonctionner, la manière dont le peuple aussi réagit, peut-être que c'est ça qui donnera aussi le courage à toute la majorité des personnes de ce régime-là à hausser le ton. Donc ce sont les points qui poussent le gouvernement à craindre de s'asseoir avec vous pour bien préparer. Maintenant, qu'est-ce que vous, à la coalition, vous craignez au point que vous ne voulez pas vous associer donc à ce qui se fait? Reposez votre question. J'ai dit, qu'est-ce que la coalition aussi craint? En réalité, ce qui fait que vous aussi, vous ne voulez pas du tout vous associer à ce qui se prépare. À cette mascarade électorale? C'est de toute façon ce qui se fait, se déroule maintenant. À cette mascarade-là? Et c'est à ça que vous appelez l'opposition à s'associer? Après ce que les populations attendent de l'opposition? Non, monsieur, on ne s'y associera pas. Parce que ce n'est pas le bon sens. Parce que ce n'est pas ce que les Togolais attendent. Nous devons avoir la responsabilité de construire un pays ensemble. Et cette responsabilité-là, elle ne peut pas se faire de manière unilatérale. Elle ne peut pas être assumée de manière unilatérale. Nous devons considérer que chaque Togolais a une contribution positive à apporter dans la construction. Moi, je suis préoccupé par ce que le Togo sera demain. Parce que je l'ai dit et je l'ai toujours dit que nous aurons l'alternance dans ce pays un jour ou un autre, de gré ou de force, d'une manière ou d'une autre. Elle arrivera, cette alternance. Mais mon souhait le plus profond, mon vœu le plus cher, c'est que cette alternance se fasse de manière pacifique. Parce que c'est ça qui va nous garantir un environnement d'équanimité après de sérénité après l'alternance. Et nous avons besoin de cette sérénité pour construire le pays. C'est pour ça que s'entêter à user de la force, des subterfuges, à user de répression, c'est la pire des choses que le régime est en train d'offrir aux Togolais. Pourquoi vos représentants ne prennent toujours pas fonction? C'est-à-dire la CENI. Il y a un processus. C'est vrai que l'Assemblée nationale vient de travailler sur la liste des représentants de la coalition. Et il y a une prestation de serment qui doit se faire.
la grande question aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'état de la Cour constitutionnelle auprès de laquelle il faut prêter serment. Et la coalition a toujours demandé que la Cour constitutionnelle aussi soit recomposée. Et d'ailleurs, la feuille de route également l'a recommandé. Oui, donc le bon sens voudrait que l'on puisse recomposer cette Cour constitutionnelle pour que les représentants de la coalition puissent prêter serment. C'est ça qui serait le bon donc, sens. à votre entendement, il faudrait recomposer la Cour constitutionnelle et puis maintenant, vos représentants à la CENI aillent prêter serment devant la Cour constitutionnelle nouvelle. C'est comme ça qu'au Parti des Togolais, nous voyons les choses. C'est ça le bon sens. Nous avons contesté cette Cour constitutionnelle et nous continuons de la contester. De mon point de vue, il aurait fallu que cette Cour constitutionnelle soit recomposée pour nous redonner confiance et qu'on aille prêter serment. Maintenant, si nous allons prêter serment devant cette Cour constitutionnelle que nous contestons, pour ma part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Pour votre part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Et c'est décidé aussi à la coalition de la sorte? Nous sommes toujours en train de parler de toutes ces choses-là. Sinon, les noms étaient déjà envoyés. Oui, et en principe, vendredi dernier, l'Assemblée devrait y travailler, mais la réunion a été reportée in extremis. Vous savez que la question des réformes, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à la coalition. Parce que c'est ça qui va permettre de créer des conditions, je dirais, à peu près acceptables pour organiser des élections et pour démocratiser la vie politique au Togo. Et donc, nous ne pouvons pas faire l'économie de ces questions de réforme. C'est pour ça que nous tenons, nous nous battons, nous alertons, nous faisons tout ce qu'il faut. Et si nécessaire, nous reviendrons sur les pressions populaires pour que le régime comprenne que ce n'est pas parce que les manifestations populaires ont été suspendues à un moment donné qu'elles ne réapparaîtront plus jamais dans le paysage politique togolais. Et le penser, c'est faire une grave erreur. Monsieur Nathaniel Lumpio, on sait bien que votre parti politique, le parti des Togolais, travaille beaucoup plus sur ce que nous appelons le fichier électoral. Or, le recensement qui se fait actuellement, force nous est donné de constater qu'il y a certains citoyens qui se donnent le vilain plaisir d'avoir ou de se faire établir 2 ou plusieurs cartes d'électeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette situation afin que le fichier soit propre? Il y a beaucoup de travail à faire. Et j'ai commencé à énumérer un certain nombre de choses. C'est le fait de devoir donner des actes de naissance aux Togolais, de leur donner une carte nationale d'identité. Ce n'est que la carte nationale d'identité qui atteste que une personne est de nationalité togolaise et a le droit de vote en fonction de son âge et en fonction de sa situation judiciaire. Et donc, on ne peut pas se passer de ces étapes-là. Ensuite, à la coalition, nous demandons que la méthode d'identification des Togolais pour les élections se fasse avec la biométrie intégrale. La biométrie intégrale, c'est par exemple de pouvoir prendre l'empreinte des 10 doigts pour chaque électeur. Aujourd'hui, ceux qui se sont fait enrôler ou ceux qui se sont fait enrôler en 2015 savent qu'on ne prend que l'empreinte de 2 doigts, des 2 pouces. Et nous avons 10 doigts. Donc, les 2 pouces ne suffisent pas pour certifier que la personne qui détient la carte est bien la personne à qui la carte appartient. Nous demandons une identification biométrique intégrale. Ça, c'est les 10 doigts. Par exemple. Ça fait partie donc de la biométrie intégrale. Oui, ça fait partie. Et les gens l'ont fait au Nigeria récemment. Par exemple, un pays de plus de 180 millions d'habitants. Nous ne sommes que 7,5 millions. Ce sont des choses qui sont matériellement réalisables sans aucune difficulté. Le régime ne veut pas parce qu'ils savent que ça va leur enlever un instrument de fraude majeur.
Donc, l'empreinte des 10 doigts, ça peut réduire un peu une fraude au niveau un gonflement au niveau donc du fichier. Oui, ça réduit. Vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux les mêmes noms, mêmes prénoms, enfin la même personne avec deux cartes différentes. Eh bien, quand on travaille avec les 10 doigts ou par exemple avec l'empreinte de l'œil, qui sont des choses propres à chaque individu, on réduit considérablement les capacités de fraude. Et donc, tout cela, c'est ce que nous demandons. Et ce sont des choses qui ne sont pas impossibles à faire. Mais si le régime refuse, c'est bien parce qu'ils savent que toute leur capacité à se maintenir au pouvoir passe par les fraudes. Donc, ces doublons, qu'est-ce qu'on en fera? Eh bien, on n'en fera rien du tout, puisque nous rejetons ce système-là. Nous rejetons le recensement qui est en cours en ce moment. Oui, mais techniquement, est-ce que ces doublons peuvent être supprimés? Techniquement, c'est possible? Non, monsieur, il ne s'agit pas de supprimer les doublons. Il s'agit de ne même pas accepter ce qui est en train d'être fait. Donc, est-ce que techniquement, on peut éviter qu'une personne puisse s'inscrire 2 fois? Oui, techniquement. Si on met en place les instruments qu'il faut, c'est-à-dire la biométrie intégrale, oui, monsieur, on peut techniquement interdire absolument qu'une personne puisse s'inscrire 2 fois. C'est ça que nous demandons. Maintenant que c'est fait, donc plus aucune possibilité de pouvoir supprimer le doublon? Peut-être si la personne s'est fait inscrire plusieurs fois. Non, justement, quand nous sommes sur un mécanisme de recensement avec la biométrie intégrale, la personne ne peut même pas s'inscrire 2 fois. La personne ne peut même pas s'inscrire, donc il n'y a même plus de notion de doublon, puisque le système va rejeter systématiquement. Oui, non, mais ce sont des petites machines dispatchées à l'échelle nationale qui n'ont pas de liaison ou bien un réseau central pour avoir une base centrale. Mais c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Mais on peut faire autrement, justement. C'est parce qu'ils ne veulent pas que le contrôle soit strict, qu'ils fonctionnent comme ils sont en train de le faire. C'est ça qui favorise leur fraude. Mais techniquement, le Togo n'est pas un pays de la haute technologie. Oui. Aucun pays africain n'a inventé la technologie dont nous sommes en train de parler. Mais c'est ce que les gens utilisent partout. C'est ce qu'on a utilisé au Nigeria, c'est ce qu'on a utilisé dans d'autres pays. Donc c'est une volonté politique. Et quand la volonté politique y est, on trouvera toujours les solutions techniques. Alors, M. Nathaniel, rien ne pourra plus se faire pour ceux qui ont des doubles, 3, 4, 5 cartes actuellement? Si, rien ne peut plus? Si, ce qui se fera, c'est qu'on va mettre tout ça à la poubelle et puis on recommence à zéro. C'est ce qui se fera. Et maintenant, ceux qui se sont fait inscrire peut-être dans Togo Habitat, mais sur leur carte, on retrouve à Doméji. Eh bien, on met ça à la poubelle. Vous pensez? Vous savez, les Togolais aujourd'hui ont compris que leur voix peut compter. Leur voix peut compter dans les manifestations, leur voix peut compter dans les urnes. C'est pour ça qu'ils ne vont plus accepter qu'on se joue d'eux comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et la responsabilité de la coalition, et la coalition là, j'insiste, a une très grande responsabilité. C'est de faire en sorte que le Togolais ne soit plus spolié de sa capacité d'influer sur les élections par son vote. C'est la responsabilité de la coalition de mettre tout en œuvre pour que nous n'ayons plus d'élections dans ce pays qui ne correspondent pas aux exigences démocratiques. Et nous exigeons que nous n'ayons plus d'élections et que cela soit encore entaché de violence jusqu'à mort d'homme. Eh bien, ce n'est que dans la transparence, l'équité, que les gens vont adhérer à cette élection et accepter les résultats qui en sortiront. Si ça n'est pas comme ça, il y aura toujours des contestations. Voilà, Monsieur Nathaniel Olympio, vous êtes responsable du Parti des Togolais, parti membre de la coalition des 14 ou bien de la C14. La deuxième zone, ce sera à partir du 17 au 25 octobre, disons, de ce mois, 17 au 25 de ce mois. Est-ce que la coalition va toujours maintenir son appel au boycott pour la deuxième zone? Vous allez vous répondre à cette question, mais on marque la pause. Tour en studio, mesdames et messieurs, avec notre invité. Il s'agit de monsieur Nathaniel Olympio. Il est le président national du Parti des Togolais, lequel parti, disons, le Parti des Togolais, membre de la coalition des 14. Alors, monsieur Nathaniel Olympio, voilà, la deuxième zone pour son recensement, c'est du 17 au 25 octobre prochain. Est-ce que la coalition va maintenir toujours son appel au boycott? Nous restons cohérents dans la démarche qui est la nôtre.
Et le processus en cours est un processus vicié qui ne répond pas aux accords que nous avons eus. C'est pour ça que la coalition a appelé les populations à ne pas s'inscrire dans cette démarche. Et donc, dans la zone 2, oui, nous ferons pareil. Nous allons distribuer des tracts appelant les populations à ne pas se déplacer, même si le régime arrête les gens qui distribuent les cartes, parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait avec les militants de Togo Debout le week-end dernier. Et ce n'est pas acceptable. Comment un régime où les gens ont le droit absolu de distribuer des documents aux populations et on les arrête? Nous allons donc continuer à le faire. Nous allons donc continuer d'informer les populations sur la conduite à tenir et nous le ferons jusqu'à ce qu'ils terminent leur processus. Et donc, allez-vous nous dire ici que vos militants ne sont pas ou n'étaient pas partis se faire inscrire? C'est-à-dire les militants de la coalition? Non, je ne peux pas dire ça parce que le régime est suffisamment malveillant dans sa démarche que les populations, on leur force la main, on les oblige d'une manière ou d'une autre à y aller contre leur volonté. Parfois, ce sont des autorités et des personnes dotées d'une autorité publique qui viennent insister pour que les gens se déplacent. Donc, quand c'est comme ça, le peuple aujourd'hui peut être effrayé dans sa relation avec cette autorité locale et oui, il se déplace. Monsieur Kissi, lui, il parlait tout à l'heure de proviseurs qui seraient en train de forcer les élèves à aller se faire inscrire. Oui, quand je parle de personnes détentrices d'une autorité, c'est tout ce monde-là. Ce sont les préfets, ce sont les chefs cantons, ce sont les proviseurs de lycées, ce sont toute personne qui détient une certaine autorité, eh bien, peut faire un usage mal intentionné de son autorité pour obliger des gens à faire ce qu'ils n'ont pas. Oui, mais quand même, depuis un bon bout de temps, il y a les aspects électoraux de la CEDEAO, commis par la CEDEAO, qui sont présents dans le pays. Est-ce qu'ils vous sont interdits d'accès? Je n'ai pas rencontré la vingtaine de personnes dont vous parlez. En revanche, les deux experts électoraux que la CEDEAO a envoyés au Togo, ils ont rencontré la coalition et nous leur avons dit ce que nous avons toujours dit à tout le monde au sujet des élections. Nos exigences, nous le leur avons exprimées et donc on verra ce qu'ils vont sortir de leurs travaux et tout le monde appréciera. En tout état de cause, la coalition reste très engagée dans son positionnement et ce qu'elle demande, ce qu'elle exige des autorités. Et que nous ayons des réformes, que nous ayons les institutions qui soient revues, que nous ayons un cadre électoral et un code électoral qui soit également revu, que nous ayons la délivrance d'actes de naissance et de carte nationale d'identité, que le découpage électoral soit respectueux du vote de chaque électeur, que l'on ne considère pas un député comme ayant 4 fois plus de poids qu'un autre député. Et M. Jean-Pierre Fabre a ajouté la dernière fois que lui seul, son nombre de votants dépasse 10 fois le nombre de votants de certains députés à l'intérieur. Eh bien, nous avons des députés poids lourds et des députés poids légers. Ça ne peut pas fonctionner ainsi dans une république digne de ce nom. C'est pour ça que aller à cette élection, c'est rajouter, dans les conditions actuelles, j'entends, aller à des élections dans les conditions actuelles, c'est de rajouter un facteur de crise à une crise qui est déjà suffisamment grave. Donc, on ne peut pas comprendre à quel jeu joue ce régime-là. Et on ne peut pas comprendre que l'on voit le mur en face et on fonce droit dans ce mur-là. Et la force sera toujours à apporter une solution à leur confiscation du pouvoir, c'est vrai, mais ça, c'était avant. Et ça, c'était avant. Oui, vous étiez aux côtés du Front Citoyen Togo Debout vendredi dernier pour la marche à Lomé. Alors, comment expliquez-vous le fait que une organisation de la société civile appelle à manifester et que la coalition s'y soit associée? Ben parce que nous sommes avant tout des citoyens. Nous sommes des citoyens et nous sommes tous préoccupés par le sort des prisonniers politiques. Et tout citoyen aujourd'hui au Togo peut du jour au lendemain se retrouver dans exactement la même condition que ceux qui sont derrière les barreaux. Donc, à l'appel de Togo Debout, le Front Citoyen Togo Debout, oui, la coalition a répondu, oui, le peuple togolais a répondu très largement dans les rues vendredi dernier. Et c'était aussi une date symbolique.
le 5 octobre, c'est la date anniversaire du début de la lutte démocratique au Togo, et avec tout ce que cela a représenté comme effort et sacrifice du peuple togolais. Donc, on ne peut pas laisser des jeunes enfermés sans aucun motif, simplement parce que le régime veut faire d'eux des otages politiques, des prisonniers politiques au XXIe siècle. Non, monsieur. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question à poser donc à notre invité. Alors vous êtes le bienvenu et le premier intervenant qui est en ligne avec nous, nous allons le prendre. Allô? Oui, bonjour monsieur Ali. Il n'a pas parlé qu'ils vont jeter des tracts. Aujourd'hui, comme la zone 1 est terminée, tous les gens du Sud ont recensé que le monde a dit que le monde a bien sorti. Aujourd'hui, dans le Nord, il va jeter des tracts. Parce que n'est pas que nous, au Nord, on va évoluer. Nous sommes allés au Nord pour dire nos familles, nos frères, de sortir comme les gens du Sud aussi pour recenser. Il va que nous parle au Nord comme toujours un mouton. Non, monsieur Ali, les propos que vous tenez, est-ce que... Ne le défends pas. Ne le défends pas. Tu es un journaliste. Ce qu'il a dit, j'ai compris. Ne le défends pas. Tu n'as pas un avocat à nous deux. Ce qu'il a dit, j'ai compris. C'est que vous, les journalistes, vous avez vos côtés. Et nous tous, on sait ce que vous parlez, on connaît vos opinions aussi. Quand vous parlez, même ce que le juge, on connaît vos opinions. Ne le juge pas. Monsieur Ali, nous ne sommes pas en guerre, mais s'il vous plaît, respectez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, monsieur Nikabou est en ligne. Monsieur Nikabou, bonjour. Monsieur Nikabou est déjà parti. On va prendre monsieur Komi. Bonjour. Bonjour. Oui. J'aimerais poser des questions à monsieur l'invité. Est-ce que si la D14 va gouverner le pays, est-ce que ça gouvernera seulement le Lomé? Ça gouvernera seulement les 4 murs de Lomé. Puisque les gens n'ont pas l'information à l'intérieur. J'ai été dans le cloto, ils n'ont aucune information. Et ce qui se fait là est vraiment aberrant. Mais ils n'ont aucune information pour pouvoir prendre des décisions. Les médias aussi, qui devraient faire leur travail, sont quasiment absents. On recense des mineurs, les gens ne sont même pas dans les bureaux de recensement, les CMT ne sont pas composés, il n'y a que peut-être 3 qui recensent. Et tout ça là, c'est au dos de l'opposition. Il faut quoi exactement pour que l'information parvienne à ceux de l'intérieur? Bien noté, cher ami Komi. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour. Oui. Je poser cette question à M. Olivio. Il y a un véritable incompréhension à ce qui concerne l'obtention des cartes d'électeurs. Les gens ne trouvent pas qu'il fallait s'abstenir d'avoir ces cartes. Et leur raison, c'est pour prévenir l'avenir. Ils se disent qu'il vaut mieux avoir cette carte que de ne pas l'avoir. J'ai eu vraiment discuté avec un ami et il me dit qu'il fallait l'avoir. Alors, est-ce que M. Ozzy peut nous dire le bien fondé d'avoir cette carte ou de ne pas l'avoir? Est-ce qu'il peut dire ça clairement pour éclaircir les auditeurs? Bien noté. Monsieur Clément, bonjour. Clément. Bonjour, Alain. Oui, bonjour Clément. Oui, et là, on ne vous entend pas. Oui, non, s'il vous plaît. Ce que vous dites, nous n'avons pas très bien saisi. Reprenez posément.
Donc, quand vous dites en réalité, ils n'ont pas encore compris parce que le président de la République, au moment de la Katanga, c'est le fait qu'ils sont loin de Oui, alors, est-ce que vous-même, vous avez la carte nouvelle, la nouvelle carte là, dans vos mains, et c'est monsieur Tafa Tabu qui est sur la carte? Non, ah d'accord, c'est compris maintenant. Bien noté. Monsieur Ali, bonjour. Oui. Parce que quelle que soit leur lutte, est-ce que ils sont les seuls qui sont plus intelligents que tout ce que les gens ont fait à la Syrie pour essayer de barrer de la main. Au moins, si vous dites, ok, quand on va venir, attendez, on dit, on fait ça ensemble, mais on considère tout ce que vous avez fait. Et on va poursuivre, même puisque vous avez refait tout ça là, c'est comme s'ils sont plus intelligents, c'est eux qui se connaissent tout ça, mais c'est pas bien. Nous sommes tous des Togolais. Mais quand ils excluent d'autres partis, on dit participation inclusive. Mais eux, ils excluent d'autres partis, mais c'est pas bien. Bien sûr, il va vous répondre tout à l'heure, cher ami. Et nous allons prendre le dernier intervenant, c'est Seydou. Bonjour. Bonjour, M. Jossi. Oui. Bonjour, Président. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Monsieur le Président, vous nous rassurez réellement que ces cartes de l'électeurs qu'ils sont en train de faire, on irait pas aux élections avec ça. Pour terminer, monsieur Jossin, s'il vous plaît. Oui. Je veux dire à mon père Ali qui n'est pas le... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, vous ne lui répondez pas, mon cher ami. S'il vous plaît. C'est d'où vous ne pouvez pas lui répondre, s'il vous plaît. Puisque lui aussi, c'est son opinion, il s'en est pris à moi, mais ça, c'est qu'on vit tous les jours, mon cher ami. Kanidek, bonjour. Bonjour, Lachet. Oui. Bonjour, Président. Bonjour. Bon, ce que moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous ne voyez pas avec cette force de la CENI, depuis on est arrivé à l'étape de recensement, il y a beaucoup d'irrégularités, il y a des mineurs qui sont recensés, il y a un frère qui est parti se faire recenser avec Kota ici, on lui a fait comprendre qu'il n'y a pas à Clapou dans leur base de données. Bon, vous ne voyez pas qu'en réalité, et ce que la CENI fait, la CENI a déjà son recensement et ce qui se passe là n'est que la face visible de l'iceberg. Merci Kanidek et très bonne journée. Maintenant, nous revenons en studio. Monsieur Nathalien Olympio, vous avez écouté le dernier intervenant. Selon lui, dans la base de données, on dit Aklakoun n'y figure pas. Mais monsieur Kanidek a parfaitement raison de se demander si le recensement en cours aujourd'hui n'est qu'une farce et que les gens ont déjà leurs fichiers sous les mains. Et oui, c'est cela parce que vous savez... Donc le fichier est déjà sous la main. Exactement. Et le reste, ce qu'on fait là, et on dépend énormément d'argent. C'est de la poudre aux yeux. Oui, parce que il y a des gens qui ne se sont pas déplacés cette fois-ci pour aller se faire recenser. D'accord. Et dont on voit le nom sur les listes. Alors, ça vient d'où? Ça veut dire que ça sort des anciennes bases de données qu'ils avaient sous la main. Il y a tellement de manipulations que ce qui est en train de se faire ne peut pas constituer une base saine pour une élection crédible. Et pourquoi voulez-vous exclure les gens et vous dites que tout ce que les uns les autres ont déjà fait, tout sera refait? Alors là, vous vous considérez comme les plus intelligents au Togo? Alors là, vous parlez de la question de monsieur Ali, du deuxième Ali. Non, monsieur Ali, je voudrais vous répondre précisément. Il ne s'agit pas de considérer que telle personne est intelligente ou pas. Et nos amis qui sont au régime, qui dirigent le pays, oui, ils sont très intelligents. Ils sont même très, très intelligents. Malheureusement, ils utilisent leur intelligence à des fins qui ne profitent pas aux Togolais. C'est ça que nous contestons. Et le travail qu'ils font aujourd'hui, ils le font dans l'illégalité, c'est-à-dire ils le font en dehors de ce que nous avons décidé ensemble.
quand la CEDEAO est arrivée, la CEDEAO a parlé avec le régime et la coalition, et la CEDEAO a dit, vous allez travailler ensemble à la CENI. La coalition a envoyé des noms, le processus est en cours, et la CENI se précipite pour faire les choses toute seule. Monsieur Ali, est-ce que vous accepteriez que ça se passe comme ça, si c'était dans votre famille que ça se déroule? Je suis certain que non. C'est pour ça que si un travail est fait et que nous considérons que ce travail peut être source de graves problèmes pour le pays, il vaut mieux mettre ce travail à côté et refaire les choses proprement pour la paix et la stabilité du pays. Aucun nom ne figure pas, ne figure sur la carte. Est-ce qu'il y a cette susceptibilité de pouvoir un jour avoir un nouveau président, ou comment ça va se passer? Je ne sais pas à quoi joue le régime, je ne sais pas à quoi joue la CENI, je ne sais pas pourquoi ils n'osent pas afficher le nom de leur président sur leur carte d'électeur. Et tout cela n'est pas sain et n'est pas clair. Et les Togolais, qui sont très intelligents aussi, et ils s'en rendent compte et ils nous en parlent. Quel est le bien fondé d'avoir une carte d'électeur et quel est le bien fondé, selon vous, de ne pas l'avoir actuellement? Alors, Monsieur Maglo. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que participer à un recensement qui est fait aujourd'hui, c'est contribuer à la fraude. Parce que tout le recensement qui est en cours en ce moment ne correspond pas aux exigences de sécurité et de transparence. Donc, se faire enregistrer pour prendre la carte qui est distribuée actuellement, c'est participer à la fraude. C'est donner l'occasion au régime d'utiliser votre nom pour une élection frauduleuse. Je pense que si vous n'êtes pas dans cette logique, il faut mieux ne pas aller se faire recenser maintenant. Le bien fondé de ne plus l'avoir maintenant. Et justement, ne pas avoir sa carte maintenant, c'est exprimer un mécontentement et une désapprobation de ce que le régime fait. Mais monsieur Nathan, le code électoral prévoit, dans cette disposition, je me rappelle plus de l'article, que chaque candidat doit d'abord être électeur lui-même. Alors, aujourd'hui, on tend vers une élection. Vous-même, en tant que leader, vous n'avez pas vos cartes. Est-ce que vos candidats, vos militants qui seront proposés dans les coins recoins du pays aussi n'auraient pas la carte? Est-ce que vous ne vous excluez pas de facto vous-même? Le chronogramme distribué par la CENI exclut de facto les candidats. Pourquoi? Parce que quand vous regardez leur chronogramme, les dates de dépôt de candidature, eh bien, ces dates-là sont fixées avant la fin du recensement. Là, vous faites allusion à la CENI, chronogramme n'était pas la CENI. Pas la CENI. La date de dépôt des dossiers, ils ont dit, je crois, le 15 octobre, eh bien, cette date-là, elle vient avant la fin du processus de recensement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui ne s'est même pas encore enregistré sur les listes électorales peut déposer sa candidature. Ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que nous puissions ensemble travailler pour que le jour où il y aura des élections dans ce pays, ça puisse donner satisfaction à tout le monde. Si les gens ne sont pas satisfaits, les gens vont contester. Allez-vous diriger seulement les 4 000 de Lomé? D'abord, je vais simplement dire que M. Komi, qui est parti, je crois, dans le cloto et qui s'est rendu compte que les gens n'étaient pas bien informés, et j'espère qu'il a informé les gens là-bas, parce que c'est aussi le travail de tout le monde. C'est vrai que l'information circule très difficilement à l'intérieur du pays. C'est vrai que les médias sont très menacés à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'on interdit aux médias de Lomé de pouvoir établir des partenariats avec les médias à l'intérieur du pays pour diffuser les informations. Tout cela, c'est fait à dessein pour mieux manipuler les populations à l'intérieur du pays par manque d'informations. Mais nous devons tous y travailler. Voilà, Monsieur Ali, il dit, vous, quand on a organisé le recensement ici, vous n'avez pas distribué de tracts. Maintenant, pour eux, dans le nord, vous voulez distribuer des tracts pour empêcher les gens d'aller se faire enregistrer, alors qu'à Lomé, la première zone, la partie sud, les gens se sont bel et bien fait enregistrer.
Je vais m'adresser à mon frère Ali, j'espère qu'il est à l'écoute, pour lui dire ceci. La coalition a décidé de ne pas laisser les populations aller se faire enregistrer, c'est-à-dire à demander aux populations de ne pas se déplacer. Cette décision ne concerne pas une partie du pays. Cette décision concerne tout le Togo, parce que le travail que nous faisons concerne tous les Togolais. Et je peux vous affirmer que à Lomé, dans la zone, la première zone, nous avons déjà distribué des tracts appelant la population à ne pas aller se faire recenser. Nous avons distribué des milliers et des milliers de tracts. Donc, si M. Ali, vous n'avez pas été informé, eh bien, je peux vous confirmer que les tracts qui seront distribués dans le reste du pays, ce sont les mêmes tracts que nous avons déjà distribués dans la première zone de recensement. Donc, il n'y a absolument... Oui, apparemment, il avait à l'esprit comme si c'est cette question de division ethnique ou quelque chose comme ça, il voudrait insinuer, mais bon. Je pense que M. Ali se trompe gravement parce que nous n'avons pas à la coalition ces notions de séparation du territoire en différentes zones. Nous travaillons pour le Togo, nous travaillons pour les Togolais et les décisions que nous prenons concernent tous les Togolais. Monsieur Nathaniel Olympio, merci d'être venu chez nous. Merci de m'avoir invité et si vous permettez, je voudrais simplement ajouter ceci. Les Togolais sont dans une phase extrêmement difficile de leur vie sociale et politique. Et nous devons tous comprendre que la volonté qui est celle qui anime les Togolais, c'est de vivre en paix, c'est de vivre dans un pays où chacun peut s'épanouir par son travail. Ceux qui nous dirigent doivent comprendre que si les Togolais sont aujourd'hui si déterminés, c'est bien parce qu'il y a un malaise dans le pays. Et faire comme on faisait avant ne peut pas correspondre à l'attente des Togolais. Moi, je les appelle vivement à écouter le peuple et à poser les actes qui ramèneront la sérénité et la confiance. Merci, monsieur Nathaniel Olympio. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Victoire FM à pied d'œuvre pour vous recevoir, soit le président de la CENI ou les émissaires de la CENI actuelle afin de pouvoir venir nous faire le point de tout ce qui est fait dans la première zone afin que la deuxième zone également, qui sera très bientôt amorcée, surtout le recensement, afin que tout puisse bien se passer pour le bien de l'ensemble des citoyens togolais. Nous allons devoir vous l'annoncer. Jacob Bahama vous retrouve à 9h pour le journal en EV, à 13h, édition 2 de la journée en français. Et n'oubliez pas, à 18h, nous serons là pour le 3e rendez-vous. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.